Bonjour, cette vidéo c'est un petit peu un complément à une vidéo précédente qui s'appelle De l'effondrement au paradis et qui présentait les principaux dysfonctionnements du libre marché et surtout son effondrement total avec l'arrivée des machines intelligentes. Les machines intelligentes vont prendre tous les emplois, les gens vont perdre leur source de revenus, ils vont pas pouvoir acheter la production, les entreprises vont faire faillite et puis ça va être l'effondrement total du système. Donc, bien sûr, les économistes et les politiciens en sont très conscients et ils sont en train de proposer des choses comme le revenu universel. Et c'est un revenu, l'idée, ça a l'air super, c'est très intéressant. C'est donner à tout le monde un revenu minimum pour que les gens assurent leurs besoins essentiels, hein, qu'ils puissent se nourrir, se loger, comme il disait, c'est très important. La société devrait pouvoir faire ça. Mais le problème, c'est dans la façon dont le revenu universel sera financé. Parce que les propositions qui sont formulées en ce moment, eh bien, ça ne marchera pas. Alors, il y a en gros 4 types de propositions de financement. Et le premier type de financement, ce serait de taxer les entreprises. Le deuxième, ce serait de le faire par le déficit budgétaire ou d'imprimer de l'argent. La troisième façon serait de rediriger l'argent qui est dans des projets négatifs ou inutiles, par exemple la défense, mais aussi on pourrait simplifier l'aide sociale, donc récupérer tout cet argent et le redistribuer sous forme de revenus. Et la quatrième, ce serait de taxer les riches. Alors on va voir que toutes ces propositions en fait génèrent des problèmes et ou sont complètement inefficaces. Et on va proposer quelque chose qui, j'espère, sera beaucoup mieux. Donc la première proposition, c'est de taxer les entreprises. Alors ça va pas marcher, parce que quand on taxe les entreprises en fait reportent le prix des taxes dans le prix des produits. Et en fait, le coût des taxes sera payé par les consommateurs. Ce que vous collectez d'un côté par les taxes et que vous donnez sous forme de revenu universel, les gens vont le dépenser sous forme d'inflation, vont le dépenser par les prix qui seront plus élevés. Donc ça sera complètement inefficace. Et en plus, augmenter les taxes, ça crée des conditions de récession. C'est plus difficile à des entrepreneurs de démarrer des nouveaux business. C'est plus... si on ne crée pas de l'inflation, alors on rend plus difficile le profit des entreprises, ça décourage les entrepreneurs, et puis il y a plus d'entreprises qui abandonnent et qui font faillite. Donc ça crée une situation de récession. Alors il y a toujours l'idée de taxer ces robots qui viennent en permanence là, mais taxer les robots c'est pareil que taxer les entreprises, mais surtout c'est que ça va décourager les entreprises de s'implanter dans le pays, et puis ils vont trouver d'autres pays qui vont offrir des meilleures conditions de taxation, et les entreprises vont délocaliser. Donc ça sera détrimental à l'économie du pays. Donc taxer les entreprises ne va pas marcher. Alors la seconde façon qui est proposée de financer le revenu universel, ça serait par le déficit budgétaire. Bon, un déficit budgétaire, c'est pas durable et puis ça coûte très cher et c'est pas raisonnable. Alors on pourrait dire on va nationaliser la banque centrale et puis imprimer sa propre monnaie. Mais là non plus, quand on imprime de l'argent comme ça et qu'on le distribue, on ne peut pas en distribuer des quantités finies. L'argent va se dévaluer, ça va créer des situations d'inflation. Donc c'est pas possible. Mais surtout c'est pas possible parce que quand on donne de l'argent comme ça de façon régulière, on ne peut le faire de façon durable que si l'argent circule. Ce qu'on donne d'un côté, eh bien il faut pouvoir le récupérer d'une autre façon pour pouvoir le redonner ensuite. Et c'est tout là le problème du revenu universel. Quand on donne de l'argent aux gens qui vont le dépenser en consommant et en achetant des produits
des propriétaires des moyens de production, ceux-ci vont encaisser l'argent, mais ils vont se mettre à accumuler l'argent. Et la seule façon que l'argent soit recyclé, ça serait parce que les propriétaires des moyens de production ne vont pas se mettre à accumuler l'argent comme ça en permanence, donc ils vont vouloir le recycler. Et ils vont le recycler en achetant tous les biens possibles, tous les biens de l'État, tous les biens des consommateurs, les maisons, les propriétés, tout ce qui peut s'acheter. Et donc on va augmenter l'inégalité de richesse. C'est un gros problème parce qu'on veut, avec le revenu minimum, aider les plus démunis, mais en même temps, on va accentuer l'inégalité de richesse. Donc, c'est pas une solution intelligente. Alors, une autre idée de financer le revenu universel serait d'utiliser les budgets comme les budgets militaires, tout ce qui est négatif, tout ce qui est dépensé inutilement et qui ne sert à rien. Oui, c'est une bonne idée, mais seulement ça ne marchera pas parce que l'argent qui est dépensé par l'État, c'est déjà utilisé sous forme de salaire. Tout ce qu'on achète, ça fait des salaires. Tout ça, ça revient sous forme de salaire, de profit pour les entreprises. Mais c'est donc si l'État se met à ne plus dépenser les budgets militaires, ça va mettre au chômage des milliers, des centaines de milliers de gens, et ces budgets-là, donc le revenu universel va servir à en fait refinancer ceux qu'on a mis au chômage. Donc on ne gagne rien. On peut simplifier l'aide sociale et puis mettre tout ça sous le nom de basic income, mais alors on n'ajoute rien à ce qui est déjà dépensé. Et puis le rendre universel, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il faut surtout que ce revenu s'adresse aux pauvres, ceux qui en ont besoin. Donc tout ce qui est déjà dépensé par l'État, il ne faut pas y compter dessus parce que c'est déjà des salaires. Toutes les dépenses sont déjà des salaires. Donc on ne gagnera rien pour financer le revenu minimum en créant plus de chômage. Non. Et la dernière proposition pour financer le revenu universel serait de taxer les riches. Alors, effectivement, c'est une bonne idée, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, parce que taxer les riches, ils trouvent toujours des combines pour éviter la taxation. Et puis, c'est eux qui sont en contrôle des gouvernements, c'est presque eux qui écrivent les lois, donc c'est quelque chose qui a toujours été difficile à faire. Mais bon, il faut chercher dans cette direction. Et bien pour ça, on va voir ensemble comment l'argent circule dans l'économie et comment on va pouvoir faire pour financer une sorte de revenu universel. Considérons la version simplifiée de la circulation monétaire. Et si vous voulez plus de détails, vous allez voir la vidéo de l'effondrement au paradis qu'on a déjà mentionné. Alors on a d'un côté les propriétaires des moyens de production et ceux qui font de l'argent avec leur argent. On peut les appeler les capitalistes, on va les appeler les riches, les rentiers. Ils n'ont pas besoin de travailler, ils font de l'argent avec leur argent en l'investissant, en le prêtant ou en achetant des moyens de production. Et de l'autre côté, vous avez tous les autres, ceux qui ont besoin de travailler pour vivre ou qui dépendent des autres pour vivre. On va les appeler les consommateurs, malgré que les riches aussi soient des consommateurs. Et vous avez aussi le cas intermédiaire où un travailleur fait des économies et investit son argent, fait travailler son argent. Dans ce cas-là, il va partager son temps proportionnellement à ses revenus. S'il fait 10% de ses revenus en gagnant de l'argent avec son argent, eh bien il va passer 10% du temps du côté des riches et le reste du temps, 90%, du côté des consommateurs. Les consommateurs vont acheter les produits et les services dont ils ont besoin aux propriétaires des moyens de production, et ils vont recevoir un salaire en échange du travail fourni. Au milieu, vous avez le gouvernement qui a aussi des dépenses et des revenus. Il collecte les taxes et fait payer pour ses services, mais aussi il doit payer les salaires des fonctionnaires et pour l'aide sociale. Mais aussi pour assurer son fonctionnement, il a besoin d'acheter des produits et des services que lui fournissent les propriétaires des moyens de production. L'objectif des riches, c'est de s'enrichir. C'est de faire du profit avec leurs entreprises et leurs investissements. Donc globalement, il faut bien que la quantité d'argent qui part des consommateurs vers les riches soit supérieure à celle qui retourne vers les consommateurs. Alors on a vu dans la vidéo que
Pour que les consommateurs ne perdent pas en pouvoir d'achat, il va falloir que l'argent qu'ils ont dépensé et qui ne retourne pas aux consommateurs soit capté par le gouvernement sous forme de prêt. C'est-à-dire que le gouvernement va émettre des bons du trésor avec des taux d'intérêt intéressants pour que les riches les achètent pour sécuriser leur argent. Les riches ont toujours un besoin de sécuriser leur argent et l'argent va pouvoir ainsi retourner aux consommateurs de façon directe, soit en payant le salaire des fonctionnaires ou en faisant de l'aide sociale, ou indirectement par des dépenses de l'État qui vont acheter les produits et les services des entreprises et ça se transformera en salaire pour les consommateurs. On en a conclu deux choses, c'est que pour qu'il n'y ait pas de récession et que le pouvoir d'achat des consommateurs soit maintenu, il faut que le gouvernement s'endette en permanence. Et puis, qu'on soit libéral de gauche ou libéral de droite, c'est forcément la même politique. Pour soutenir l'économie, il faut que le gouvernement s'endette. La différence, et ils se battent comme des chiens là-dessus, c'est de savoir si on donne plus d'aide sociale et on donne plus aux fonctionnaires, ou alors on fait plus de dépenses auprès des entreprises privées pour faire travailler les consommateurs. Alors ça donne un système très instable. Un gouvernement qui n'arrête pas de s'endetter. Quand on essaye de réduire la dette par l'austérité, on crée des récessions. Le pouvoir d'achat des consommateurs s'effondre. Donc c'est un système pour enrichir les riches aux dépens du gouvernement et des consommateurs, et ça crée des injustices et des instabilités économiques et sociales. Maintenant qu'on a introduit ce modèle, on va pouvoir voir les effets d'une injection de monnaie comme le revenu universel dans l'économie. Alors on va simplifier le diagramme en disant que le gouvernement en fait agit comme un intermédiaire, et on va se mettre dans le cas idéal où tout l'argent qui est dépensé par les consommateurs revient sous forme de salaire ou d'aide sociale. Et c'est un cas idéal qui, en fait, n'arrive jamais. C'est le cas d'équilibre théorique, mais en fait, il est instable, sans l'intervention du gouvernement, sans l'endettement permanent du gouvernement. Alors, supposons maintenant que le niveau de consommation n'est pas suffisant pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la population, et que le gouvernement, donc, a besoin d'injecter de l'argent. Donc, on va pas faire un revenu universel, on va pas injecter de l'argent des deux côtés, ça sert à rien d'injecter de l'argent aux riches et de le reprendre. Donc, on va injecter de l'argent du côté des consommateurs. Bon, pour des soucis de clarté, on va faire disparaître la consommation existante, on sait qu'elle est là, mais on va regarder uniquement la circulation monétaire créée par cette injection de monnaie. On va donner de l'argent aux plus pauvres, qui vont le consommer, et le donner aux riches, qui vont en garder une partie comme profit, et une partie va retourner en salaire. Cette partie qui est retournée en salaire va être à nouveau dépensée, et une autre partie va être sauvegardée en profit, et ce qui reste sera à nouveau dépensé, et après quelques tours comme ça, tout l'argent qui a été injecté va se retrouver sous forme de profit du côté des propriétaires des moyens de production, des riches. Donc on observe deux choses. La première, c'est qu'on a fait de la croissance. On a augmenté la production et on a permis à plus de personnes de consommer. Donc c'est une bonne chose. Mais que cette croissance va s'évaporer au fur et à mesure que les riches mettent de l'argent de côté. Et après un certain temps, eh bien, tout l'argent qui a été injecté va se retrouver sur l'épargne des riches. Et on va se retrouver au même niveau dans lequel on est parti, mais avec les riches qui ont accumulé tout l'argent qui a été injecté. Alors regardons maintenant ce que vont faire les riches de cet argent qu'ils ont pu mettre de côté. Ils vont chercher à l'investir ou à le sécuriser. Alors, ils peuvent l'investir dans des investissements productifs comme construire de nouvelles usines, acheter de nouvelles machines. Mais ça, c'est des investissements dont on a déjà tenu compte, car ils se sont transformés en salaire pour les consommateurs. Il y a effectivement du travail qui a été créé, et peut-être des emplois, et des salaires qui ont été payés. Et en fait, l'investissement productif, c'est quand même très limité. Parce que pourquoi produire plus quand le pouvoir d'achat des consommateurs est en train de diminuer ? Il y a toujours une partie du profit qui n'est pas investie de façon productive,
parce que c'est risqué, mais qui est investi autrement ou sécurisé. Alors les riches peuvent investir leur argent sur les marchés financiers, en achetant des actions et d'autres produits financiers, mais c'est de l'argent qui passe d'un riche à un autre. Je te vends ça, je t'achète ça. C'est pas la peine de le représenter sur le diagramme, puisque c'est quelque chose qui circule en interne. Ça ne retourne pas au consommateur, c'est comme si ça changeait de main. Alors vous voyez ici le problème des riches, c'est qu'ils accumulent de l'argent, mais l'argent c'est quelque chose qui perd sa valeur avec le temps, c'est avec l'inflation. Donc le problème, ils accumulent quelque chose qui perd sa valeur avec le temps. Donc leur problème, c'est de le convertir dans des richesses, dans des biens qui vont garder leur valeur dans le temps. Donc ils vont se mettre à acheter les biens des consommateurs, leurs terrains, leurs propriétés, mais aussi les biens publics. Ils vont acheter les forêts, les transports publics, les aéroports, tout ce qui peut s'acheter, tout ce qui peut être privatisé. Toutes les richesses possibles. Les riches ne vont pas dépenser cet argent dans des biens de consommation qui pourraient donner du salaire aux consommateurs, mais ils vont s'accaparer les richesses des consommateurs, tous leurs biens qui ont de la valeur. Et on va avoir un transfert de richesses des consommateurs vers les riches. Et on va accroître les inégalités de richesse. Donc vous voyez le problème là, on a injecté de l'argent pour aider à la consommation des consommateurs, mais en fait, on crée aussi l'appauvrissement des consommateurs qui vont être dépossédés de leurs richesses. Alors maintenant, si le gouvernement se remet à injecter de l'argent, alors même chose, transfert de richesses, mais alors là, les prix vont monter. La demande pour acheter des richesses va augmenter, donc les propriétés vont augmenter, mais aussi les biens productifs. Toute la richesse va augmenter, ça va créer de l'inflation. Voici ce qui est important de bien comprendre. Plus on injecte de l'argent dans le système, plus on va enrichir les riches, plus on va augmenter les inégalités de richesse. Et même si on donne cet argent aux consommateurs les plus pauvres. Quand les consommateurs étaient eux-mêmes les détenteurs des moyens de production, c'était des paysans, des artisans, eh bien, tout le monde bénéficiait d'une injection de monnaie dans l'économie. Mais aujourd'hui, c'est la minorité qui possède les moyens de production qui va s'accaparer l'argent, qui va accumuler l'argent. L'argent ne va pas se répartir dans la population. Donc vous voyez le problème du revenu universel. Ce qu'on va donner aux consommateurs, il faudra le récupérer entièrement du côté des riches, du côté de ceux qui vont l'accaparer. Pour bien sûr pouvoir le redonner ensuite aux consommateurs, mais aussi pour éviter qu'il y ait un transfert de richesse des consommateurs vers les riches. Alors pour capter l'argent que les riches accumulent, le gouvernement peut toujours l'emprunter aux riches, c'est ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Il va émettre des monts du trésor et emprunter aux riches en créant l'illusion qu'il va rembourser un jour. Mais bien sûr, ça peut pas marcher indéfiniment. Il arrive un jour où cette illusion, ça marche plus. Les riches se rendent compte que le gouvernement est tellement endetté qu'il ne pourra plus rembourser. Et quand les riches perdent confiance dans la capacité du gouvernement à rembourser ses dettes, et c'est là qu'on arrive à des situations de crise et d'effondrement. Donc, pour pouvoir financer le revenu universel de façon durable, on ne va pas pouvoir compter sur les emprunts du gouvernement. Donc, il va bien falloir taxer. Une fois que l'argent qu'on a donné aux consommateurs a été accumulé par les riches, eh bien, on n'a plus vraiment le choix. Si on ne peut pas leur emprunter, eh bien, il faut leur prendre. Alors, taxer les riches, c'est toujours très difficile à faire. Il y a toujours des combines pour qu'ils échappent à la taxation. Mais surtout, il faudrait taxer tout le profit que les riches cherchent à mettre de côté, à accumuler et à sécuriser. Et ça veut dire que, on va empêcher les riches de s'enrichir. Et ça remettrait en question le libre marché. On empêcherait les entrepreneurs et les propriétaires des moyens de production de faire du profit, c'est-à-dire de fixer librement le prix des salaires et le prix des produits pour faire du profit. Et ça serait la fin de la libre entreprise et du libre marché. Donc on en arrive nécessairement à la conclusion que pour financer de façon durable le revenu universel, ou un revenu minimum, il faut forcément passer par des nationalisations ou la nationalisation de la production. Bon, toute la production ou une partie, c'est ce qu'on va voir, mais c'est pas possible autrement, car il faut que l'argent circule.
Lorsque le gouvernement donne de l'argent aux consommateurs, il faut qu'il revienne d'une façon ou d'une autre. Donc, si cet argent passe par les propriétaires des moyens de production, eh bien, ils vont en mettre une partie de côté. Et il faut qu'il retourne entièrement au gouvernement pour qu'il puisse le redistribuer à nouveau. Donc, pour financer ce revenu minimum, le gouvernement doit bien posséder les moyens de production. On va mieux comprendre pourquoi et surtout comment financer le revenu universel en regardant la distribution des revenus dans la population, en partant du plus pauvre jusqu'au plus riche. Alors voilà à quoi pourrait ressembler la courbe des revenus mensuels d'une population. Alors vous voyez qu'il y a une partie de la population qui ne gagne rien, ils sont complètement à charge. Et puis ça va s'accroître brutalement vers la fin. Alors en fait ici on ne peut représenter qu'une partie de la courbe. Parce que en fait cette courbe est impossible de représenter. Parce que si on essaye de la représenter dans son entier, ça ressemblerait à ça. Juste un pic extrêmement fin. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais cette courbe. Pour voir quelque chose, il faudrait zoomer énormément. Et si on zoome, on a ça. Et on va représenter par un trait horizontal le revenu mensuel pour lequel on divise la population en deux parties égales. Bon, ce revenu est de l'ordre du millier de dollars, peut-être 2-3 000 dollars. Mais le revenu des multimillionnaires et des milliardaires, il faudrait gagner des centaines ou des milliers de fois ça. Pour devenir milliardaire, c'est ce qu'il faut gagner par mois. Donc pour représenter le revenu des plus riches, il faudrait plus de hauteur sur le graphe, mais des milliers de fois. On va quand même pouvoir représenter tout ce revenu des super riches en disant que tout ce qui dépasse une certaine limite, eh bien, sera représenté à droite du graphe, dans un bloc accolé au graphe. Ainsi, tout l'argent qui a été gagné par mois, par la population, est représenté sur le graphe. Alors, cet argent a été fait de deux façons, soit en travaillant, et on va le représenter en vert, ou soit en faisant travailler son argent. C'est tout l'art de la finance, c'est de faire de l'argent avec son argent. La finance, c'est l'art de faire de l'argent sans travailler. Plus on devient riche et moins on a besoin de travailler, car plus on gagne de l'argent par des rentes, par des dividendes, par des intérêts. Et on va appeler tout ça des rentes. En fait, c'est tout l'argent que les gens font en possédant les moyens de production des produits et des services. C'est l'argent que les gens font parce qu'ils prêtent leur argent, ou ils possèdent des immeubles de location, des entreprises, et ça inclut les banques. On va représenter tout l'argent que les rentes des moyens de production procurent dans un cercle en rouge sur le graphe. On va représenter par un trait horizontal le revenu universel que l'on souhaite donner à la population. C'est un revenu qui va s'ajouter à ce qui existe déjà, puisque les gens vont continuer à travailler et à gagner des rentes. Tout ce qui est en dessous du trait et qu'on représente en orange est ce que l'État doit gagner pour financer le revenu universel. Et on va pouvoir représenter maintenant sur le cercle et sur le graphe la partie des moyens de production des produits et des services que l'on doit nationaliser pour pouvoir financer le revenu universel. En nationalisant, on va retirer aux riches une partie de leurs revenus, de leurs rentes, pour les redistribuer sous forme de revenu universel. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut garder un secteur privé. On n'est pas obligé de tout nationaliser. On peut garder la libre entreprise, laisser les entrepreneurs réaliser leurs idées et créer leur propre entreprise. Mais il faut quand même que l'État puisse récupérer une partie des rentes des riches, une partie importante des moyens de production. Et là, il est plus nécessaire de taxer les riches, puisque de toute façon, il aurait fallu les taxer du montant d'une partie de leur rente. Donc, autant que cette partie de leur rente appartienne à l'État par les nationalisations. Alors, qu'est-ce que l'État pourrait nationaliser ? Eh bien, si vous avez bien compris, il faudrait en priorité nationaliser les moyens de production qui sont essentiels aux besoins de la population. Une partie de la production et de la distribution de la nourriture, l'énergie, les transports, l'éducation, la santé, et même les logements sociaux. Tout ce que les gens ont absolument besoin pour vivre. Rappelez-vous, il faut que l'argent circule en boucle.
Donc ce que l'État va donner sous forme de revenu universel, il pourrait le récupérer en vendant les produits et les services qui sont essentiels à la population. Le reste, comme l'industrie de luxe, pourrait rester dans le domaine privé. Maintenant, si l'État donne de l'argent à la population pour qu'elle lui achète certains produits, eh bien, autant que l'État rende ces produits gratuits. L'État n'est pas obligé de tout donner sous forme de revenu universel, il pourrait aussi le donner sous forme de gratuité de certains produits et services qu'il donne. Et au fur et à mesure que l'État s'enrichit des nationalisations, l'État va pouvoir rendre de plus en plus de productions gratuites. Donc, au bout du compte, on a montré qu'on ne pouvait pas financer de façon durable le revenu universel, à moins que l'on opère à des nationalisations, et qu'avec les nationalisations, eh bien, on n'était pas obligé de donner tout ce revenu universel sous forme d'argent, mais qu'on pouvait le donner aussi sous forme de gratuité de produits et de services. Mais le gros problème qu'on aurait souhaité résoudre avec le revenu universel n'est toujours pas résolu. Une économie mixte ne résoudra pas le problème des inégalités de richesse, de l'augmentation des inégalités de richesse due à l'automatisation, due à l'intelligence artificielle. On va mettre au chômage de plus en plus de travailleurs qui vont perdre leurs revenus et seuls les propriétaires des moyens de production seront les bénéficiaires de la productivité apportée par la technologie. Donc le danger du revenu universel, c'est de pérenniser les inégalités de richesse, de rendre supportable un système qui est profondément injuste. Alors pour bien le comprendre, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui sera représentée par un triangle ou une pyramide. Tout ce qui contribue à la valeur de l'entreprise est à l'intérieur de cette pyramide. Plus l'entreprise a de valeur, et plus la pyramide est grande. Alors, au début d'une entreprise, c'est l'entrepreneur qui est tout seul, qui travaille sur son idée, dans son garage, et la valeur de l'entreprise, eh bien, est toute petite, la pyramide est toute petite, et la contribution de l'entrepreneur à la valeur de l'entreprise peut être représentée en bleu, et elle occupe tout le volume de la pyramide ou toute la surface du triangle. À un certain moment, pour se développer, l'entrepreneur a besoin d'argent, et il doit faire appel à des investisseurs qui vont lui prêter de l'argent ou qui vont prendre des parts de son entreprise. Ces investissements vont permettre d'acheter des machines et d'embaucher des employés, et ça va augmenter la valeur de l'entreprise. On va représenter en rouge la contribution des investisseurs à la valeur de l'entreprise et en vert la contribution des employés qui est de produire et de vendre les produits de l'entreprise. Si l'entreprise est profitable, elle va pouvoir s'agrandir et embaucher plus de personnes. Et la contribution des employés à la valeur de l'entreprise sera de plus en plus importante au fur et à mesure que l'entreprise s'agrandit et prospère. Alors la première injustice, c'est que toute la valeur de l'entreprise, toute la richesse, appartient aux investisseurs et, s'il a encore des parts, à l'entrepreneur. Alors que ce sont les employés de l'entreprise qui ont contribué le plus à sa valeur. Alors vous me direz que les employés en fait étaient payés pour leur travail et que ça a été leur compensation. Mais le système est ainsi fait pour que les entreprises fassent du profit et donc globalement, la somme des salaires des travailleurs doit être inférieure à la somme générée par la vente des produits. Ça veut dire que le salaire des travailleurs est juste bon à acheter des biens de consommation, mais pas à acquérir de la richesse. Et en fait, ils peuvent même pas se payer tous les biens de consommation. Donc, ils peuvent même pas acheter tout ce qu'ils ont produit, et en tout cas pas posséder la richesse auquel ils ont contribué, c'est-à-dire les entreprises. Et la deuxième injustice, c'est que la contribution à la valeur de l'entreprise qu'on a représentée ici n'est en fait que la partie visible d'un immense iceberg. N'importe quel produit, n'importe quel service repose sur une technologie qui a été développée pendant des milliers d'années. Et toutes les inventions, en commençant par le feu, la roue, l'écriture, tout ce qui a pu contribuer à la fabrication des produits, les routes, les universités pour former les travailleurs et les ingénieurs,
tout ce qui peut contribuer de près ou de loin à l'entreprise, à ce qu'a besoin l'entreprise pour exister, eh bien toute cette contribution n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que l'entreprise va exploiter gratuitement toute l'infrastructure, mais aussi toutes les connaissances, toutes les ressources que la communauté a accumulées. Quel que soit le produit ou le service, la contribution de l'innovateur ou de l'entrepreneur est minimum, est insignifiante comparée à l'accumulation des innovations qu'il a fallu pour aboutir à cette nouvelle innovation, comparée à la contribution que la communauté a faite pour rendre possible toute innovation. La valeur ajoutée par l'entrepreneur à son innovation est ridiculement minuscule par rapport à la valeur que la communauté a apportée à son innovation. Donc, les investisseurs rentiers vont être les grands gagnants, vont être ceux qui vont profiter de toute la richesse qui a été créée, non seulement par les travailleurs, les employés, mais aussi par l'ensemble de la communauté. Donc, l'on empêche que ce soit des personnes privées qui deviennent par l'investissement propriétaires des moyens de production, et que ce rôle doit être joué par la communauté, c'est quelque chose de très juste. Les capitalistes, les rentiers, les financiers, ceux qui vivent de leur argent en l'investissant, en profitant du travail des autres, en profitant des innovations des autres et des ressources et des réalisations de toute la communauté, eh bien c'est comme des parasites qui vivent aux dépens de leur hôte. C'est non seulement injuste, mais ça crée aussi des instabilités. Quand l'hôte s'est fait dépouiller et n'est plus capable de se supporter. C'est-à-dire quand le gouvernement, les travailleurs et les consommateurs sont ruinés et qu'ils n'ont plus assez de pouvoir d'achat pour continuer. Et là, c'est la crise, c'est l'effondrement. Alors, une solution qu'on pourrait proposer, c'est le communisme. On collectivise tous les moyens de production, mais alors là, on va se couper du dynamisme qu'apporte la libre entreprise. Surtout au moment de la création des entreprises. La libre entreprise, c'est quand même une liberté fondamentale. Et aussi la liberté de faire du profit, la liberté d'entreprendre et de s'enrichir en rendant service aux autres. C'est un énorme facteur de progrès. Et c'est une des raisons pour lesquelles le communisme a en partie été abandonné. Alors une solution élégante qui est proposée, c'est effectivement la collectivisation des moyens de production, mais avec la possibilité de les louer à des entrepreneurs privés. Les entrepreneurs ne peuvent pas acheter et être propriétaires des moyens de production, ils ne peuvent seulement que les louer à la communauté. Et ils ne peuvent s'enrichir que sur la valeur qu'ils ajoutent aux moyens de production. La communauté possède les terrains, les ressources, les machines, les usines, mais les loue à ceux qui veulent en faire usage pour s'enrichir. En faisant ça, on va donner les moyens à la communauté de disposer de rentes pour financer tout ce dont la communauté a besoin, y compris un revenu universel, qui ne serait pas basique, mais qui garantirait le bien-être de la population, qu'on pourrait appeler revenu universel de bien-être ou allocation universelle de bien-être. Et on empêche l'accumulation de richesses par la propriété privée, puisqu'on ne pourra que louer pour une certaine période donnée. Donc on ne va pas louer des choses qu'on n'utilise pas. Ça serait une perte d'argent. Et on évite comme ça l'accumulation des richesses pour transférer en biens l'argent qui est accumulé par les riches. Alors on ne va pas développer plus ce système de location parce qu'on l'a déjà décrit dans le détail dans la vidéo dont on a parlé. Donc je vous invite encore à visualiser cette vidéo et à étudier ce système de location qui vraiment apporte des changements systémiques qui permettraient cette transition vers une nouvelle société sans travail et sans argent qu'on appelle le paradisme. C'est la société du futur vers laquelle on se dirige. Quand on aura robotisé et automatisé toute la production et qu'on n'aura plus besoin de travailler, on n'aura aussi plus besoin d'argent. Donc on entrera dans une société de loisirs, une société de paradis, où les gens ne feront que ce qu'ils auront envie de faire. Voilà.
Alors je vais conclure en disant que le système économique actuel, le capitalisme et le libre marché, ne fonctionnent plus. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots qui vont prendre les emplois des travailleurs et leur supprimer leurs sources de revenus, le système va s'effondrer. Et pour pallier à ça, il va falloir introduire quelque chose comme le revenu universel ou rendre des produits essentiels gratuits. Et pour financer ça, il va falloir nécessairement passer par des collectivisations. Et ces collectivisations doivent être totales, car sinon on aurait une aggravation des inégalités de richesse. Et on pourrait introduire ces collectivisations sans nécessairement introduire le communisme et ses revers, en ayant un système de location où c'est la communauté qui possède les moyens de production et qui les loue aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, qui peuvent développer leurs idées et s'enrichir. Donc on peut toujours avoir la libre entreprise et ça permettrait à la communauté qui bénéficierait des rentes qu'apportent les moyens de production de financer non seulement le revenu universel, mais aussi toutes les infrastructures, tout ce dont la communauté a besoin. Au lieu que ce soit des investisseurs privés qui bénéficient des rentes, c'est maintenant la communauté. Donc ce système de location faciliterait cette transition vers une société sans travail et sans argent qu'on appelle le paradis. Voilà. J'espère que vous avez aimé ces idées et je vous invite maintenant à partager cette vidéo autour de vous. Je vous remercie.